Bienvenue dans State of Food, le podcast de l'intelligence économique et des stratégies dans le secteur agri-agro. Sandrine, bonjour, ça va ? Bonjour Président Layani. Je vous remercie déjà d'être... Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu quelques fois. On s'est vu avant le Covid, en fait. On s'est vu, la dernière fois on s'est vu, c'était avant le Covid. Et on a passé quelques temps ensemble et on va un peu égrener des projets dont vous aviez déjà un peu la tête. Comme quoi, vous êtes un peu visionnaire en fin de compte. Ouais. Pas qu'un peu. Un peu beaucoup, alors. C'était pour pas trop vous flatter non plus, un peu beaucoup. J'adore les compliments. Super. Je peux déjà un peu vous présenter quand même. Allez-y. Allez, super. Bon, on peut le dire, diplômé de Sciences Po et de l'ENA. On peut le dire. On peut le dire que vous avez mené une carrière politique. Un peu. Vous avez été dans les ministères. Vous avez été à la DGCRF. En fait, j'ai fait la chose à l'envers. J'ai fait beaucoup de politique très jeune. Ouais. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi vous n'étiez pas notre ministre de l'Agriculture. Ça aurait eu de la tête. Parce que je veux pas. Oh, dommage. Voilà. Dommage. Franchement, j'aurais pu dire que je connaissais un ministre. Et surtout, vous êtes un homme engagé. Moi, j'ai des souvenirs, quand je vous ai rencontré dans le cadre de mon travail de consultante, que vous avez toujours été un défenseur des marchés de gros. Vous étiez, mais j'aime pas dire visionnaire parce qu'on va croire que je veux vous flatter, mais c'est pas du tout mon style et plus du tout à notre âge. En fin de compte, vous avez toujours été dire, mais pourquoi mes circuits courts, ils sont pas dans mes marchés ? Pourquoi ils sont à droite ailleurs ? Et vous avez été les premiers, je me rappelle, à commander des études pour voir un petit peu où était passé tout ça. Vous avez été quand même un des acteurs de la modernisation du secteur agroalimentaire, de l'innovation. Je vous entends de plus en plus de parler d'intelligence économique, ça tombe bien, parce que le podcast, il va parler un peu d'intelligence économique dans le secteur agro-agri. Et en fin de compte, moi, je vous entends assez souvent sur les médias pour parler de chaînes alimentaires plus résilientes et durables. Et si vous nous parlez peut-être de vos projets, d'Agoralim, de Rungis, et j'aimerais bien qu'on commence peut-être par ça. En fin de compte, quelques chiffres déjà sur Rungis. Vous pouvez me redire, c'est quoi 1,8 tonnes de produits ? Alors, en fait, il y a 3 millions de tonnes de produits qui passent par Rungis, mais il y a 1,8 million qui est échangé sur le marché physique. C'est un petit peu une petite distinction qu'on aime bien faire. C'est pas exactement la même chose de faire marcher et de faire autre chose. Et bon, pour 12 milliards de chiffre d'affaires par an et 18 millions de consommateurs, dit-on, en fait, 2 produits sur 3 que vous mangez en Île-de-France, ils viennent de Rungis et on est présent partout dans le monde, partout en France. On exporte à peu près 1 milliard de produits par an. En région, on retrouve nos produits aussi quand même. Et j'exploite également, et il faut jamais l'oublier, le marché de Toulouse, au grand plaisir des Occitaniens. Ouais, avec Magdeleine Ponty, je crois, à sa tête. Qui est ma directrice générale et qui fait un travail formidable là-bas. Ouais, je sais, je la suis sur les réseaux sociaux, elle fait vraiment des trucs super. Donc c'est quand même 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Oui. Ouais. Et c'est 1200 entreprises. Alors moi, je n'avais pas les chiffres exacts, mais c'est 1200 entreprises. C'est une petite ville en vérité. Et c'est 13 000 employés sur le site. Voilà. Ça nous fait du monde à gérer. Ça fait du monde. Donc je vous remercie vraiment d'être venu. Et je remercie votre cabinet de m'avoir accompagné pour préparer ce numéro. En fin de compte, on décrit souvent Rungis comme un pilier de la sécurité alimentaire française. En quoi son rôle il a évolué ces dernières années, sachant que le Covid, est-ce que ça a été un accélérateur, un changement ? Je pense que lorsque le général de Gaulle a créé Rungis, avec Michel Debré, en 62, ils avaient bien en tête l'importance de l'alimentation dans les crises, en général. Et en fait... Moi, j'ai découvert, bien sûr, je le savais, j'ai découvert très vite que Rungis était un amortisseur de crise et que les Français avaient beaucoup de chance d'avoir un service public alimentaire à leur service parce que on est les plus adaptables, les plus résilients, les plus efficaces pour apporter dans vos assiettes tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, des produits de qualité, et que, en cas de crise,
on est là encore. Je me rappellerai toujours, je vous raconte juste une anecdote. Je crois que c'était le 15 mars 2020. Mon téléphone sonne. Emmanuel Moulin, le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, me dit on va confiner le pays. C'est quoi les mesures qu'on va prendre en matière alimentaire? Puis je suis convoqué à Bercy dans une grande réunion. Et là, il a fallu que ça turbine très vite avec mes équipes, avec le directeur du marché, Dominique Battani, avec l'ensemble du CODIR. On a trouvé les solutions pour basculer des tonnes et des tonnes de produits qui allaient normalement dans les restaurants, qu'on fermait du jour au lendemain. Et il fallait quand même ne pas les gaspiller, ne pas les perdre et alimenter les gens. Et donc, pendant toute cette période du Covid, où on était vraiment en première ligne, puisqu'on n'a pas été confiné, on s'est pas arrêté de travailler, j'ai compris l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle, dans le langage classique, des marchés de gros, pour permettre que la chaîne tienne. La chaîne alimentaire, c'est d'abord les agriculteurs, ensuite les détaillants et les restaurateurs, mais il faut qu'il y ait un chaînon au milieu qui s'appelle les marchés de gros. Et les marchés de gros ont vraiment joué un rôle essentiel pendant cette période, ce qui nous permet d'assumer toutes sortes de crises. Quand il y a eu le début de la crise ukrainienne, on était là. Quand on a eu un début d'inflation très fort sur les produits, on était là. Quand on a eu, à un moment donné, la crise des Gilets jaunes, on était là. Et donc, sincèrement, c'est l'aspect peu connu du marché, c'est que ce marché, du fait de sa diversité, du fait des acteurs que vous avez cités, des 1200 entreprises, des 13 000 salariés, eh bien, est capable de se sortir de toutes les situations de crise. Et donc, évidemment, c'est très important dans les équilibres géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui d'avoir un réseau français et international de marchés de gros qui permettent justement de régler les problèmes alimentaires. Parce que quand on fait la guerre, la première chose qui compte pour affaiblir son ennemi, c'est de l'affamer. Et donc nous, on sait comment gérer la logistique, comment gérer le commerce, comment apporter en logistique du dernier kilomètre les produits aux consommateurs et parfois à des organisations de restauration collective plus atypiques. Et donc, bien sûr, on est en train de réfléchir. Il se trouve que je suis président de l'Union mondiale des marchés depuis 2018. Et en fait, c'est ça qui fait que on va continuer à servir le monde, la planète. C'est qu'il y a un réseau de marchés de gros, de hubs logistiques sur toute la planète qui se préoccupent des gens, quelles que soient leurs conditions sociales, du haut de gamme aux gens de première instance, si je puis dire, aux plus modestes. Et donc, clairement, ça, c'est le système. Et ce système s'organise de plus en plus de façon à la fois complexe et robuste, hein, parce que quand on fait des choses trop compliquées, on n'y arrive pas. Et ça permet finalement de régler des situations incroyables. Et là, récemment, par exemple, on a eu une crise à Mayotte. Rungis était là. On a envoyé des conteneurs de food, comme on dit, de nourriture, et qui correspondaient à leurs besoins, hein, c'est-à-dire de l'eau, des pâtes, du riz, des choses simples. Et donc c'est cette logistique-là que Rungis est capable de mettre en œuvre, qui permet de rayonner dans le monde pour les bons et les mauvais temps. C'est vrai. Et du coup, est-ce que vous
Depuis, il y a quand même un enchaînement de crises, hein, on va le dire là maintenant. On est plutôt en mode crise qu'en mode stabilité. Est-ce que vous avez une équipe spécifique en place qui s'occupe de ça? Comment que ça se passe pour anticiper? Nous, on applique les règles de l'armée. Mon numéro 2 est un général Battani, et il y a une vieille formule latine qui est toujours valable: si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, en toutes circonstances, on a des plans qui nous permettent de traiter les discontinuités. Et donc, s'il se passe ça, on fera ça. S'il se passe ça, on fera ça. Et donc, ces plans que nous développons avec mes équipes, et la cellule de crise n'est réunie que si besoin, nous permettent de gérer des situations différentes. À un moment donné, il y a eu quelques agriculteurs qui ont voulu bloquer Rungis. S'il se passe ça, on répond ça. Et donc, clairement, on est obligé, c'est mon obligation de service public, c'est de nourrir les Français, de nourrir la ville en toutes circonstances. Et ça, personne, je dis bien personne, n'arrivera à interrompre cette continuité du service public. Est-ce que Rungis est un modèle qui est exportable ? Mais il est exporté. On a beaucoup de succès à l'international. On vient de livrer un marché à Cotonou, au Bénin. On est en train de travailler au Vietnam. On va sans doute travailler au Nigeria. On a des projets au Maroc. On va livrer dans 2 ans un marché à Abu Dhabi. Donc ça se passe bien. Et en fait, les Français ne le savent pas. Ils peuvent être fiers de l'infrastructure qui est Rungis, qui est un modèle qui est copié dans le monde entier, même par les Japonais. Et comment ça se fait que nous, on a cette spécificité et que les autres ne l'ont pas, ou qui ne sont pas capables de la reproduire, parce qu'il y a d'autres marchés qui sont moins importants à l'étranger. Mais c'est vrai que vu de l'étranger, à chaque fois que je parle de Rungis, j'ai l'impression que c'est... Alors d'abord, il y a des marchés dans le monde entier. Mm-hmm. Ensuite, je pense que l'esprit encyclopédique des Français fait que, avec notre esprit d'analyse, on a bien fait la différence entre le détail, le gros et la production et la transformation, et que dans la tête des Français, quand on appartient à une catégorie, on développe cette catégorie. Et puis, troisièmement, je pense que l'alimentation est quand même quelque chose qui est placé très haut dans les priorités des Français et de tous les Français. D'ailleurs, c'est frappant à quel point on intéresse les gens de tous les milieux sociaux, hein, sans aucun problème. Et donc, ça, c'est un atout. Et enfin, je pense que on est très forts, les Français, en matière d'infrastructure. Les aéroports, les ports, les marchés. Eh bien, c'est ça qui font les spécificités du marché à la française. Et le marché à la française, évidemment, c'est un marché de gros. Ça n'est pas un marché de détail. C'est une infrastructure qui est chargée de traiter une pluralité de produits, beaucoup de produits, des volumes très importants, parce qu'en matière d'alimentation, dès qu'il y a une rupture de charge, il y a des coûts de main-d'œuvre. Dès qu'il y a des coûts de main-d'œuvre, ça augmente le prix de l'alimentation. Donc, on ne peut pas multiplier les ruptures de charge. Et donc, il faut une certaine massification. Et on a une histoire fantastique, hein, puisque, comme vous le savez, c'est Louis VI le Gros qui a créé le premier marché de la Palue à Paris et qui a donné au prévôt des marchands le privilège de prendre une taxe sur l'eau à l'époque, puisque les produits arrivaient par la Seine. Et puis François Ier a déplacé le marché de la Palue à la Fontaine des Innocents. Ça, c'est un peu le parfum de David Susskind. Et puis ensuite, Napoléon III est arrivé, il a demandé les halles modernes, et on a connu les halles Baltard, qui ont été un grand succès. Puis en 1945,
avec l'automobile, tout ça a été encombré. Le Conseil national de la résistance décide de déplacer les halles de Paris, des halles à Rungis. Et à un moment donné, alors c'est plus compliqué que ça, on déplace avec le général de Gaulle les halles à Rungis et on fait un projet d'ingénieurs, de grands commis de l'État, avec Paul Delouvrier, avec Liberbou. Et on crée un vrai marché rationnel, avec des secteurs, avec la marche en avant, avec toutes les règles sanitaires qui font que nous, on a été capable de faire une infrastructure qui réussit. Au même moment, il faut savoir, par exemple, à Londres, il y a 4 marchés, un par secteur. La marée, c'est un endroit, les fleurs, c'en est un autre, etc. Donc, ça marche pas. Parce qu'évidemment, vous imaginez le restaurateur en train d'aller aux 4 coins de Londres, il préfère venir à Rungis, à Paris, etc. Mais on a des concurrents dans le monde. Mercabarna, à Barcelone, c'est 6 milliards d'euros. Bon, on fait 12, quand même. Président, vous m'avez parlé tout à l'heure de hausse des prix, d'inflation. Comment Rungis, en fin de compte, il régule le marché? Est-ce qu'il protège les consommateurs? Est-ce qu'il protège les producteurs aussi de cette inflation? C'est-à-dire que nous, on est le vrai marché. Et le vrai marché, dans l'économie libérale, c'est la base de l'offre et de la demande. Et donc, sur notre marché, on prend les produits avec leur coût de production tel quel, tel que le vendent les agriculteurs aux mandataires. Et les mandataires, ils trouvent des acheteurs, et à un moment donné, en fonction de la rareté du produit, de la saison, de la demande plus ou moins importante sur le produit, on fabrique un prix qui est un prix juste. Et d'ailleurs, c'est si vrai que souvent, on prend comme référence le prix des nouvelles du marché, c'est sur Internet, qui est le cours du prix du jambon de Paris, de la fraise de la Garriguette ou du Colin à un moment donné. Et c'est fabriqué tous les jours à Rungis, c'est constaté, et c'est une base, c'est le thermomètre en réalité. Et donc ensuite, évidemment, il y a ce qu'on appelle les négociations commerciales, mais ça, on ne les connaît pas. C'est avec la grande distribution et les détaillants. Et donc, nous, on est hors tout ça. On a un prix qui est un prix juste. Parfois, on est bon marché s'il y a une abondance de produits. Et parfois, on l'est moins si c'est de la très grande qualité. On est plutôt un marché premium. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est plutôt la qualité, la sécurité sanitaire, le caractère respectueux de l'environnement plutôt que le bas prix. On n'achète pas un prix, on achète un produit. Bien, Président. Alors, vous me soufflez mon autre question, qui est quelle est votre relation avec les grandes enseignes, en fin de compte? Écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit les grandes enseignes. Les grandes enseignes sont diverses. Vous avez des entreprises intégrées, comme Auchan et Carrefour, et puis vous avez des réseaux. Quand on écoute, par exemple, Michel-Édouard Leclerc, Monsieur Leclerc, il fait surtout de la communication parce que chaque Leclerc est un indépendant. Et donc, tout ça fait que, selon les cas, selon les produits, la grande distribution peut avoir besoin de compléter des gammes qui ne sortent pas de leur centrale d'achat. Donc, mes concurrents, ça n'est pas la grande distribution, ce sont les centrales d'achat de la grande distribution qui achètent des grosses lignes pour faire des bas prix. Mais ensuite, quand il faut faire des produits un peu compliqués, de la fraise, du citron caviar, des myrtilles, des produits, de la viande extraordinaire, du veau limousin par exemple, il vaut mieux passer à Rungis. Et ça, les franchisés de la grande distribution ou les indépendants, ils savent le faire. Et grosso modo, sur les 12 milliards, ça représente entre 1 et 1,5 milliard les achats de la grande distribution à Rungis. Tout le reste, c'est des petits. Nous, on est là.
En fait, on est la centrale d'achat du petit commerce, des marchés et des restaurateurs. Et ensuite, ça passe par des réseaux divers, parce que parfois, c'est acheté par des grossistes à service complet, et les restaurateurs ne savent pas du tout qu'ils ont acheté un produit à Rungis, parce qu'ils traitent avec Transgourmet, Métro, Cisco, Pomona, qui sont leurs grossistes à service complet. Ok. On parle énormément, et après j'aimerais qu'on revienne un peu sur Rungis en 2040, qu'est-ce que ce sera, j'aimerais qu'on termine même là-dessus. On parle beaucoup de digitalisation, d'intelligence artificielle, de comment en fin de compte Rungis il innove dans ces secteurs-là, qu'est-ce qu'il apporte pour améliorer en fin de compte son service à ces personnes qui sont sur le marché. L'innovation, c'est pas que la digitalisation. Et donc on a un incubateur où chaque année on reçoit 80 entreprises qui sont sélectionnées sur le volet par un comité qui s'appelle Rungis & Co, qui sont un incubateur de food tech. Là, je viens de faire la connaissance d'une jeune qui développe un produit formidable. Ça s'appelle Neptune, c'est des algues, Victoire de la Passe, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez vous initier à la cuisine avec les algues, vous demandez ces produits, elle est passée par Rungis. Et c'est vrai, de tas de solutions, que ce soit des solutions logistiques, des solutions de production, des modes de fabrication, etc., etc. Est-ce que vous développez des solutions logistiques maison, en fin de compte, qui sortent de chez vous? Alors, nous, moi, je suis à la tête de la société qui gère le marché, qui est une autorité. Et cette autorité, bien sûr, elle favorise des situations d'innovation. Et je vous donne qu'un seul exemple. Par exemple, on a décidé de développer le photovoltaïque sur les toits de Rungis, où on est en train de forer pour faire de la géothermie. Mais par ailleurs, on a créé récemment une boîte qui s'appelle rungismarket.com, et on a concédé cette marque à une jeune start-up, Califré, qui distribue avec l'intelligence artificielle des produits que vous pouvez acheter sur Internet, rungismarket.com. Dès lors que vous êtes professionnel, vous allez sur rungismarket.com, vous allez choisir vos produits et ils vont vous livrer avec une économie en matière d'empreinte carbone incroyable, parce qu'ils savent, grâce à l'intelligence artificielle, mettre le produit au bon endroit dans le camion. On n'a pas besoin d'ouvrir tout le camion pour livrer le produit. Et donc, voilà le genre de solutions que nous trouvons. Il y en a quelques-uns dans les tuyaux, mais il est trop tôt pour vous les annoncer. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un sujet où je vous ai entendu, souvent prendre la parole. C'était tout ce qui concernait un peu le changement climatique. Évidemment, c'est quelque chose qui nous concerne tous en matière juste d'approvisionnement. Je ne parle même pas de météo. Avec les changements, les tensions géopolitiques, les changements climatiques, comment on fait pour rendre Rungis résilient? Le truc, c'est que on est dans une équation extrêmement difficile aujourd'hui, parce que on a à la fois une nécessité de produire beaucoup. Il y a de plus en plus de bouches à le nourrir. C'est pour ça que je fais Agoralim. 400 000 tonnes de plus en besoin d'ici 2030. On nous explique en 2 minutes ce que c'est Agoralim, président. Agoralim, j'ai noté depuis le Covid qu'il y avait un besoin de produits locaux. Les gens veulent des produits locaux. Et donc, malheureusement, en Ile-de-France, on en produit assez peu. J'ai un succès extraordinaire avec le carreau des producteurs d'Île-de-France, qui est notre circuit court. On fait à peu près 60% de l'agriculture locale d'Île-de-France qui passe par ce carreau. Et ça représente, en tout et pour tout, 2,5% des besoins alimentaires des Franciliens. Donc, on ne va pas se nourrir avec les produits locaux. Et donc, j'ai imaginé, à un moment donné, à la demande de Jean Castex, de faire un deuxième marché de la Fourche à la Fourchette au nord de l'Île-de-France, exactement à Goussainville. Ça commence à prendre forme, c'est très amusant. C'est des projets très longs. Et on va faire un deuxième marché, mais sa caractéristique,
c'est que, bien sûr, il y aura les produits de Rungis traditionnels, mais sa caractéristique, c'est qu'on pourra trouver des produits qu'on aura fabriqués localement, transformés localement, distribués localement. Il y aura notamment une agora des producteurs où tous les jours, les producteurs pourront venir avec leurs produits, les vendre, et ils trouveront tous les jours des acheteurs, une sorte de marketplace, mais vraiment en vrai. Et donc ça va débuter. On est en train de faire les études, il y aura les concertations et normalement. Mais là, il y a des bâtiments qui vont sortir de terre. Il y a des bâtiments, il y a une nouvelle ville dans la ville qui va se créer à Goussainville. Et c'est un très beau projet, j'y suis très attaché. Et ça, c'est une innovation extraordinaire parce qu'on va plus que tripler les produits locaux à cet endroit. Et il y a un vrai besoin parce que aujourd'hui, la circulation devient de plus en plus difficile. On voit qu'on touche de moins en moins les gens du Nord. Et donc, on va essayer d'adresser toute cette clientèle qui a besoin d'avoir les bons produits de Rungis. Président, du coup, je me posais un petit peu la question, est-ce que Rungis est devenu trop petit? Est-ce qu'il faut le repenser? Comment il peut... C'est la raison principale pour laquelle on fait Agoralim. C'est que on est totalement saturé. Comme on a beaucoup de succès, on est totalement saturé. On est à un taux d'occupation de 98%. Je peux plus faire même le jeu de taquin en disant quand une entreprise augmente, on a de la difficulté à la déplacer, etc. Et donc, c'est tout ce projet. Alors, je vais continuer à densifier un petit peu Rungis, mais à un moment donné, on va casser les murs. Ouais, on peut pas aller au-delà. Comment ça se passe, en fin de compte, en termes de... Comment vous intégrez ce mot qu'on entend qui s'appelle la souveraineté alimentaire, qu'on entend partout? Ça veut dire quoi pour Rungis, la souveraineté alimentaire? Alors pour moi, d'abord, je pense que c'est un vrai sujet. Et je donne une définition. Avant de commencer à dire n'importe quoi, la souveraineté alimentaire, ça n'est pas le chauvinisme alimentaire. C'est ne pas dépendre. Être capable, en toutes circonstances, d'être souverain, c'est de décider de ce qu'on prend, de ce qu'on mange, et de ce qu'on importe et de ce qu'on exporte. C'est ne pas dépendre. Et donc, je pense que la souveraineté alimentaire, ça commence déjà par produire des produits qui se mangent, dont on a besoin en France et où on n'est pas suffisamment fourni. Et ensuite, c'est d'être capable de trouver des alternatives au moment où on en a besoin, quand on en a besoin. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Alors, Rungis, c'est très fort en matière de produits nationaux, puisque plus de 62% des produits viennent de France, et bien sûr en saison. Mais je pense qu'on peut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut avoir une vision critique de soi-même, un esprit acéré, et donc sur ces sujets, il y a moyen de faire mieux. Et comment on va faire mieux? On va déjà créer bientôt, c'est la grande innovation 2025, on va livrer en 2025 le pavillon de la souveraineté alimentaire. Et le pavillon de la souveraineté alimentaire, c'est pas la solution à tous nos problèmes, mais c'est la solution pour que des produits qui sont en train de disparaître ne disparaissent pas totalement. Et donc, ce que j'ai fait, la semaine dernière avec la ministre de l'Agriculture un gros appel. Il faut que les coopératives nous aident, parce que les coopératives, elles sont toutes enracinées dans des régions, et donc les régions de France seront représentées à Rungis, soit par la région elle-même, si elle le souhaite, soit par une coopérative forte de leur région, qui va présenter des produits que nous ne trouvons pas à Rungis, que certains agriculteurs ont du mal à distribuer, ou qui sont mal connus. Et donc, clairement, il y a une très forte demande. Quand j'ai fait cet appel,
immédiatement, Dominique Marché, le président de la coopération française, m'a dit Banco, on y va. Et donc, c'est un très beau projet. On va permettre de mettre en valeur toutes nos belles régions, la belle France. La France est belle, elle est riche de ses produits, elle a des produits de qualité. Et il faut continuer à produire des fruits à noyaux, des cerises, des produits qu'on voit moins, de l'agneau, des concombres, arrêtez, vous nous donnez faim, président. Alors, c'est ça, quand on fait un podcast sur la food, on est toujours en train d'avoir faim. Est-ce qu'on peut parler un petit peu Mais quand on mange bien, regardez, on n'est pas gros. Non, on n'est pas gros, c'est vrai. Est-ce qu'on peut un peu parler traçabilité et transport ? Comment on gère la traçabilité ? Vous savez qu'on a quand même un consommateur qui est un peu dual, mais qui veut savoir un peu comment ces produits viennent. Est-ce que la blockchain, c'est des solutions que vous avez regardées ? D'abord, on est très bon en traçabilité parce qu'on a vécu dans les années 90 l'affaire de la vache folle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, en fait, les produits sont extrêmement bien tracés. Il y a des obligations d'origine pratiquement sur tous les secteurs. Et moi, je serais implacable sur la francisation, par exemple. Prendre un produit étranger, mettre une étiquette produit en France, on sera très, très dur. Et j'ajoute que, évidemment, cette traçabilité, elle est tellement forte que les gens ne savent pas que les produits sont passés par Rungis. Vous allez chez votre boucher, vous dites « Ah oui, ce veau de l'Aveyron, etc. » Bon, il est quand même passé par Rungis, mais on est tellement bon en traçabilité qu'on sait où est-ce qu'il a été grandi, où est-ce qu'il a été abattu, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été sa vie, quelle était sa carte d'identité de sa naissance à son décès. Et puis, vous parlez de la blockchain. Bon, moi, je trouve que la blockchain, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Le problème, c'est qu'il faut pas trop désintermédier. Si on veut que les gens se sentent responsables, ce qui ne me plaît pas dans la blockchain, c'est l'idée que les gens ont l'impression qu'ils peuvent se reposer sur un algorithme et un truc un peu incompréhensible pour les gens. Alors que quand vous allez à Rungis, vous voyez votre producteur, vous voyez votre grossiste, et vous savez ce que vous achetez, vous voyez votre marchandise. Donc, ce que je n'aime pas dans la blockchain, je ne dis pas que je ne vais pas l'utiliser, mais on l'utilisera à bon escient, c'est le côté éloignement du consommateur du produit. Et ça produit toutes les crises. Quand on ne voit pas ce que mange la bête, quand on ne voit pas qui est l'agriculteur, quand on ne voit pas où est-ce que le produit a été pêché, quand on ne voit pas comment un produit a été cultivé, élevé dans sa ferme, eh bien, c'est le début des problèmes. J'avais une avant-dernière question avant qu'on conclue cet entretien. Et je voulais savoir quel était votre... Est-ce qu'on pourrait imaginer que Rungis investisse dans des terres agricoles et se mette à faire l'agriculteur, comme il y a des grands entrepreneurs qui préemptent des terres et qui... Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Non, ce qu'on fait dans un objectif de RSE, c'est qu'on aide, on subventionne des pratiques... plus respectueuse de l'environnement, originale, sur des produits originaux. Bien sûr, avec mon complice Bruno Marcillo, le maire de Rungis, on essaye de valoriser un maximum la plaine Montjean et je souhaiterais qu'un certain nombre de produits puissent être cultivés puis commercialisés directement sur le marché de Rungis. Mais c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être le chaînon logistique manquant entre la terre et le consommateur. Et donc, on reste dans notre rôle. Alors, évidemment, Sandrine, vous avez une bonne idée. Je pense, mais c'est pas là aussi, Rungis ne le fera pas. Il faudrait, à un moment donné, développer des foncières pour les agriculteurs. C'est vraiment un besoin. Vous voyez, mon autre question, c'est le prix de la terre. Qui va réellement la cultiver ? La terre coûte pas cher. La réalité, c'est l'installation. C'est l'installation qui est très compliquée. Et
clairement, les agriculteurs, ils ont besoin d'être aidés dans leur première partie de carrière. Ils ont besoin d'être continués à être formés correctement et ensuite de rentrer dans des exploitations. Et les 20 premières années sont quand même assez difficiles. Il faut que les pouvoirs publics puissent les aider. Ce que fait la nouvelle loi, mais je crois qu'on peut encore aller plus loin. Du coup, sur cette petite question-là, je vais vous titiller. Peut-être que l'idée, je ne sais pas, fera son chemin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un Rungis qui, en fait, achèterait en contractualiserait avec des jeunes qui s'installeraient pour quand même qu'ils soient un peu décontractés à ce niveau-là, et puis vous garantirez des flux, parce que c'est le problème aussi que vous vivez des flux. On n'a pas besoin de contractualiser, parce que, en fait, c'est ce qu'on fait. Un contrat de mandat ou un contrat de commissionnement, c'est une forme de contractualisation. Mais nous, on n'est pas très favorable à la contractualisation que développe la grande distribution, parce que nous avons une telle diversité d'acheteurs qu'on ne peut pas obliger un petit commerçant de marché, un petit détaillant de centre-ville à contractualiser avec une grosse coopérative agricole. Le contrat serait déséquilibré. Et moi, je me bats plutôt contre. Je trouve que la force de Rungis, c'est justement l'offre et la demande, cette capacité qu'ont tous les petits à venir à Rungis, qu'ils soient agriculteurs ou commerçants. Et ça, c'est quand même un gros avantage qu'on a pour nous. Ma dernière question, c'est Rungis en 2040. Ça ressemble à quoi? Alors, il y a peut-être des choses que vous pouvez nous dire. On peut vous dire. Alors, Rungis en 2040, d'abord, c'est un marché totalement modernisé, qui est ouvert à tous, qui reste cette grande place de marché dont les Français ont besoin, avec des antennes un petit peu partout en France et dans le monde, et puis peut-être une logistique beaucoup plus mutualisée qu'elle n'existe aujourd'hui. Voilà ce que c'est Rungis en 2040. Bien sûr, on sait qu'on distribuera de plus en plus en livrant, mais nous sommes quand même attachés au marché physique. C'est ça qui fait, quand même, quand vous allez vous balader sur votre marché de quartier ou de centre-ville, vous voyez bien que c'est tellement agréable de pouvoir choisir des produits, de discuter avec les commerçants. Et ça, on veut le conserver. Il y aura sans doute 2 marchés en région parisienne, puisque en 2030, j'espère qu'Agoralim sera sorti de terre. Et en 2040, on essaiera de préserver nos traditions, nos terroirs, nos produits auxquels sont attachés les Français. Il faut rester ancré dans son histoire, ancré dans ses terroirs, ancré dans ses productions, parce que sinon, on sera un petit peu hors sol, et c'est ça qui me fait peur. Et donc, Rungis, en 2040, j'espère qu'il ne sera pas si éloigné de Rungis en 2025. Bon, alors maintenant j'ai un petit jeu que je vous propose. Vous répondez, si vous le voulez, un plat d'enfance. Les crêpes. Ah, les crêpes. Les crêpes, c'est le premier truc. Le premier rapport à la recette, c'est la crêpe. C'est la crêpe, tout pareil. Alors ensuite, d'après vous, le repas du futur, c'est des insectes, de l'impression 3D, un autre exotisme, de la viande cellulaire. Non, moi je pense qu'il y a un gros besoin alimentaire. Je ne crois pas du tout à la viande cellulaire. Je suis curieux, mais je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas du tout que les gens se mettront à manger, comme dans le désert, des sauterelles. Mais en revanche, je pense qu'on va avancer. Je vous ai parlé tout à l'heure de Neptune. Je pense que l'algue va avoir un rôle dans l'alimentation des Français beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est un condiment. Demain, peut-être que ce sera un légume supplémentaire. Un légume. J'ai lu une interview où vous disiez, excusez-moi, un patron qui prend pas de vacances, je ne sais plus c'était quelle expression que vous mettiez derrière, et je lui disais... c'est des hypocrites, les gens qui disent qu'ils prennent jamais de vacances. C'est vrai, je vous ai C'est ça que vous voulez faire dire. Là, il faut prendre des vacances, il faut être en forme pour être sympa avec ses collaborateurs et que tout le monde travaille bien. Donc moi, une entreprise qui me fonctionne bien, c'est une entreprise où les gens sont pleinement à leur tâche. Je suis pas très favorable, tout le monde le sait, au télétravail. En revanche,
il faut savoir prendre des pauses, parce que sinon, ça se répercute sur toute la chaîne. Et puis, de toute façon, maintenant, vous avez la 14. Hein. Et ma dernière question... Le métro, c'est super. Ouais, c'est vrai. Quel conseil vous donneriez à la génération future pour se nourrir? Parce qu'on sait qu'ils sont éloignés des fruits et des légumes. Eh bien, je pense que la génération de nos enfants, il faut déjà qu'ils déconnectent un petit peu. Parce que c'est formidable, les iPhones et autres, mais on ne peut pas s'attendre à bien manger si on compte sur les dark kitchens. Les dark kitchens vont continuer à se développer, bien évidemment, mais il faut de temps en temps revenir aux produits bruts. Et ce qui me rassure beaucoup chez les jeunes, c'est qu'ils sont fous. Moi, je vois mes enfants, ils sont fous des concours de gastronomie, des top chefs, des master chefs, et ils aiment bien faire la cuisine. Et donc ça, c'est le truc qu'on doit transmettre aux générations. C'est des petits trucs de cuisine, savoir faire une béchamel, être capable de faire une sauce salade, et on mange tellement mieux quand on mange à la maison. C'est vrai. Et la cité de la gastronomie, vous faites sur Rungis? Ah ben, on va la construire. On est très avancé sur la cité de la gastronomie. Moi, je me suis engagé dans ce projet. Là, il y a eu un concours. On a un plan guide. On va créer les sociétés qui vont gérer. On sait où on va. Et maintenant, il faut qu'on dépose avant la fin de l'année les permis de construire. Et il y aura une école dedans, alors, je suppose. Il y aura la Rungis Academy, évidemment. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Stéphane Layani pour cette plongée dans Rungis. En fin de compte, c'est toujours aussi passionnant de nuit comme de jour. Je m'ennuie pas. Depuis 10 ans, je m'ennuie pas. Ouais, mais j'ai l'impression. Hein. Vous vieillissez pas. Vous êtes toujours en forme. Donc, on vous souhaite encore... Je prends des vacances. Bah oui, voilà, c'est ça. On vous souhaite encore 10, 15 années à Rungis. Avec plaisir. Eh bien, merci. Au revoir. À bientôt. À dans 10 ans. Merci, au revoir. Donc Rungis n'est pas un simple lieu d'échange de denrées, mais un nœud stratégique à l'intersection des enjeux économiques, géopolitiques, logistiques et sociétaux, dans un monde confronté à la tension entre souveraineté et ouverture, entre massification et relocalisation, entre logistique de flux et préservation des ressources. Vous proposez une vision, celle d'un marché nourricier, européen, résilient, capable d'anticiper plutôt que de subir. L'alimentation n'est plus un simple secteur économique, c'est une infrastructure critique, un outil diplomatique et un levier de puissance. Retrouvez State of Food, le podcast de l'intelligence économique et des stratégies agri-agro sur toutes vos plateformes préférées. Vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir, likez et partagez la vidéo.